Bonjour à tous, délivrez-nous, c'est parti pour 40 minutes d'échange autour de la thématique du nous. Le thème de ce salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, ici au chaud, dans notre bibliothèque pour échanger points de vue et idées. Alors à chaque émission, vous le savez, il y a une piste de réflexion et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la grande famille du vivant. À l'aube de la 6e extinction, comment peut-on agir pour empêcher cette catastrophe annoncée? François de Panafieux nous donnera des pistes de réflexion avec Extinction, le crépuscule des espèces. Agir aussi en changeant notre regard à nous sur le monde du vivant. C'est l'invitation que nous lance Charlotte Bousquet avec 2 romans, Le murmure des chevaux et âme libre. Et puis, alors quel animal concentre autant de préjugés que le loup? C'est Nadia Coste vous raconte une histoire vraie devenue un film, Mystère, l'amitié incroyable entre une petite fille et un louveteau. Et pour m'accompagner, vous en avez l'habitude, je suis toujours accompagné d'un jeune collégien ou d'une jeune collégienne qui a travaillé, qui a lu les livres, qui a travaillé avec ses amis pour poser des questions les plus pertinentes possibles. Et aujourd'hui, c'est Yalda. Yalda, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Moi, ça va super. Je suis bien entouré. On va passer 40 minutes ensemble passionnantes. D'où viens-tu? Alors, je viens de Créteil, dans le collège qui se nomme Amédée Laplace. Ouais. Et c'est tout. D'accord, c'est Créteil, 94. Quel genre de lectrice es-tu? Personnellement, moi, je lis plutôt des livres à l'eau de rose ou bien science-fiction. D'accord, ok. Écoute, là, on va changer d'univers. Oui. Quoique, des histoires à l'eau de rose, des histoires d'amour, d'échange, de faire attention à l'autre, de bienveillance. C'est peut-être des éléments qu'on va retrouver dans les livres qu'on va évoquer. Dis-moi, le nous, qu'est-ce que ça évoque pour toi, le nous? Selon moi, le nous peut être quelque chose d'assez agréable et incroyable, tout comme elle peut être assez anxiogène, désagréable, etc. Tout cela dépend de la personne avec qui on partage le nous, justement. D'accord. Nadia Coste, le nous pour vous? Alors le nous, pour moi, c'est le vivre ensemble. C'est tout ce qui va nous rassembler et faire qu'on va construire cette société ensemble. Mais ce que j'aime beaucoup dans la thématique du salon, c'est ce point d'interrogation. C'est le nous avec le point d'interrogation qui nous dit finalement que ces histoires qu'on partage aujourd'hui et surtout le week-end du salon, elles parlent de nous. Mais avec ce doute, ces gens qui vont chercher dans les histoires des lecteurs, des jeunes lecteurs qui vont lire en se disant mais est-ce que ça parle vraiment de moi? Est-ce que effectivement si on part dans des mondes imaginaires ou est-ce que si on est sur un récit avec des animaux, est-ce que ça parle de moi? Oui, ça parle de nous en fait, toujours. Les livres ils parlent de nous d'une manière ou d'une autre. Charlotte Bousquet, qu'évoque ce nous avec le point d'interrogation? Pour moi, le nous, surtout le point d'interrogation, marque en fait la nécessité de le changer. C'est-à-dire que pendant des siècles et voire des millénaires, le nous a été un nous contre eux. Et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui d'avoir un nous inclusif. Nous avec les autres, qu'il s'agisse d'autres peuples, d'un autre genre ou des autres espèces animales. D'accord. Un nous global, universel. C'est ça. D'accord. Jean-Baptiste de Panafieux, vous, le nous, point d'interrogation? Justement, c'est une question, le nous, qui se pose en permanence. Avec qui je est avec les autres et forme un nous, la famille, le quartier, le pays, l'espèce humaine, les êtres vivants. Aussi, le nous, moi je travaille beaucoup sur la relation homme-animal et le nous peut être nous autres animaux, y compris animaux humains. Alors, Jean-Baptiste de Panafieux, vous avez fait des études de biologie. Alors, Yalda, tu es un professeur de biologie, j'imagine? Non, on dit quoi, SVT maintenant? Comment Oui, SVT. SVT, voilà, SVT. Il est sympa? Ou elle est gentille? Oui, ça va. Oui, parce que vous avez été prof, vous, au collège? Oui, j'ai été prof de SVT. Voilà, pendant de nombreuses années. Il y a très longtemps.
Un bon souvenir ou pas? Oui. Ouais, donc, Oui, je suis parti avant que ça devienne un mauvais souvenir. ça c'est bien. Il faut partir au bon moment toujours. Vers 1989, vous avez commencé à écrire des livres sur la nature et la science, surtout toujours destinés quand même au jeune public, hein, 8-12 ans. Vous commencez à faire vos premiers scénarios de films documentaires pour la télé. À partir de 97, alors vous partagez vraiment votre temps entre l'écriture de livres, d'articles, toujours sur les thèmes scientifiques, hein, et sur la réalisation de documentaires et reportages. Vous faites des jeux aussi. J'ai lu ça. Vous avez créé Crypto Game, un jeu sur les champignons. Monde fascinant, les champignons. Un monde dans le monde. Oui, c'est aussi un plaisir de la promenade en forêt. Et vous êtes conférencier aussi. Et vous participez à des débats lors de Bar des Sciences. Un mot sur Bar des Sciences? Le bar des sciences, c'est des soirées où on se retrouve à 2 ou 3 à discuter sur un thème, mais à discuter avec le public qui boit en même temps des jus d'orange, et ce qui permet d'avoir des échanges plus faciles avec le public. D'accord. Alors votre colonne vertébrale, en tout cas, c'est l'écologie, la vie des océans, la préhistoire et l'évolution de l'homme et des animaux. Donc, vous êtes là pour Extinction, le crépuscule des espèces, écrit avec Alexandre Franc. C'est une BD de vulgarisation scientifique, où l'on suit Emma et Louise qui, durant deux mois, hein, vont suivre des scientifiques sur une île un peu imaginaire, mais dans l'océan Arctique, qui étudie le danger que fait peser le réchauffement climatique sur la faune et la flore. BD de vulgarisation scientifique, ça vous va comme terme? Ah, complètement, oui. Ouais. Oui. Oui, je fais de la vulgarisation scientifique. Alors, je sais que le mot est fait un peu bizarre, mais en fait, je raconte des histoires de biologie, de notre relation aux animaux actuels sur le thème des extinctions, dans le cadre d'une BD. Donc, il y a une histoire. Et il y a beaucoup d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui pour les animaux qui nous entourent. Alors, Yalda, tu l'as parcouru, tu as peut-être une question à poser à Monsieur de Panafieux, je suis sûr. En fait, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez choisi des journalistes qui sont assez novices en la matière plutôt que des personnes qui sont, qui comprennent un peu plus? Tu veux dire que peut-être qu'il y avait des journalistes qui se seraient un peu interrogés au départ, ça aurait été peut-être plus intéressant pour le documentaire qu'ils ont à produire. Alors là, c'est vrai, la question est intéressante. Alors, moi, j'ai fait ce travail de journaliste sur des expéditions scientifiques à une époque. Et effectivement, j'essayais de m'informer avant le tournage pour poser des questions plus intéressantes éventuellement. Mais là, ce qui était intéressant, c'est d'avoir des gens qui étaient intéressés a priori par le sujet, sinon ils n'auraient pas pris la peine de venir jusque-là faire ce tournage. Et en même temps, ils pouvaient poser des questions complètement de base. Et mon but dans la BD, c'est quand même d'essayer de balayer le sujet pour des gens qui n'y connaissent rien. Et donc c'est une sorte c'est une fiction de ce point de vue. C'est vrai. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Enfin, ça arrive quand même. Oui. Mais il n'y a pas de questions idiotes, hein, on dit dans le journaliste. Hein, Exactement. Voilà. Il y a eu 5 extinctions. On est à l'aube de la 6e extinction ou on y est aujourd'hui? C'est un coup de pub, cette histoire de 6e extinction. C'est-à-dire, il y a eu des grandes extinctions. Est-ce qu'il y en a eu 5? Est-ce qu'il y en a eu 10? En fait, on sait qu'il y en a eu plus que 5. Mais il y en a 5 qu'on connaît un peu, suffisamment pour dire il y en a eu 5, dont on est sûr. Et donc on est à la 6e. Parce que si je dis je ne sais pas où on en est, c'est moins bien. Et en quoi est-elle particulière, cette 6e extinction? Nous en sommes responsables, alors que les précédentes, nous n'y étions pour rien. Nous n'étions pas là. Je dis, et là, le nous inclut nos ancêtres d'il y a très longtemps. Donc, ce qui veut dire que si on est responsable de la 6e extinction, nous sommes aussi responsables pour trouver des solutions à la fin de cette extinction? Ça signifie ça, responsabilité Oui, c'est la responsabilité qui accompagne le pouvoir qu'on a, le pouvoir de détruire, mais le pouvoir aussi de protéger. Et il se trouve que nous avons les deux. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant, c'est que tout n'est pas perdu.
sinon ce serait épouvantable. Ouais. Yalda, une question avant qu'on passe à Nadia, à François. Quand avez-vous pris connaissance de la 6e extension? C'est une question qui se pose pour les biologistes depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu des livres qui sont parus il y a 50 ou 60 ans, par exemple Le Printemps silencieux de Rachel Carson, où elle parlait du danger qu'il y avait pour des oiseaux à cause des pesticides. C'est un sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qui était déjà présent il y a 60 ans. Et donc c'est un thème qui revient très régulièrement, mais qui n'était pas encore généralisé, qui n'était pas pris en charge par beaucoup de gens. Ça fait très peu de temps que ça devient quelque chose qui envahit les esprits de façon plus large. C'est une bonne chose quand un sujet comme celui-là passe du milieu scientifique à la population. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé avec le réchauffement climatique, qui est un thème dont les scientifiques parlent depuis aussi une 50aine d'années, largement, et qui a émergé ces dernières années simplement. Et c'est vrai pour les extinctions d'espèces aussi. On va y revenir, hein, bien sûr, parce que c'est passionnant. On a plein de questions aussi à vous poser. Nadia, vous êtes origine de Villeurbanne? Oui, c'est là que je suis née. Voilà. Vous êtes de Lyon. Voilà, vous êtes à Lyon. Voilà. Vous êtes autrice pour la jeunesse. Vous avez une trentaine d'ouvrages à votre actif. Vous êtes fait connaître par la série Les Fédélines et Ascenseur pour le futur. Oui. Alors, on ne va pas tout citer. C'est vrai qu'Ascenseur pour le futur avait très bien marché. Il marche encore beaucoup. Donc, c'est un petit peu mon best-seller absolu. Alors, vous êtes là pour Mystère, le roman, aux éditions La Martinière. Alors, un papa emménage avec sa fille de 8 ans qui ne parle plus depuis qu'elle a perdu sa maman. Il y a l'arrivée de la petite famille dans un milieu montagnard va coïncider avec l'arrivée dans la famille d'un chiot qu'on donne à cette petite fille. Alors, on le baptise Mystère, parce qu'on ne sait pas trop d'où il sort, en fait. Et on le baptise à juste titre, car en fait, on pense que c'est un husky. Alors pas du tout, hein, Mystère, c'est plutôt un louveteau. Et Victoria, la petite fille, refuse de voir partir l'animal sauvage qui lui a permis de retrouver la parole. Et c'est aussi un déchirement pour le papa aussi. C'est adapté du film de Denis Imbert et c'est surtout une histoire vraie. Alors en quoi le loup est emblématique un petit peu de la cause animale, du fantasme, de dangerosité. Enfin le loup, il a tous les... avec le serpent, c'est dans le top 2 des animaux les... Le loup, on le retrouve très très loin en arrière, hein, au niveau de la littérature, dans les contes de fées notamment. Hein, il y a vraiment cette peur du loup, cette peur du grand méchant loup, se fait dévorer, d'ouvrir le ventre du loup, qu'est-ce qu'on peut faire, et même si c'est pas des humains en face, c'est des chevreaux, il y a ce danger du loup, le loup crier au loup, même dans l'expression. Il y a forcément ça. Je pense que quiconque a passé une soirée en campagne profonde, sans un lampadaire dehors, avec la nuit, et simplement quand on doit fermer ses volets et que cette nuit est dense, on peut imaginer, c'est vraiment propice à imaginer énormément de dangers. Et je pense que depuis, voilà, effectivement, l'aube de l'humanité, le danger de la nuit, le danger de ce qui rôde, et après forcément le loup, qui est quand même un animal très ancien aussi. Hein. Il y a des animaux qui font moins peur. Hein. C'est sûr que les poules, ça fait moins peur qu'un loup. Il y a cette prédation qui est, nous sommes des super prédateurs. Parmi les animaux qui peuvent nous faire du mal, on regarde et du coup forcément ils deviennent des dangers, forcément on s'en méfie. Mais on les aime aussi puisque c'est en domestiquant des loups qu'on a fait des chiens aussi. Donc c'est pas complètement anodin que cet animal soit un animal de compagnie aujourd'hui. Il reste des loups sauvages, heureusement encore un peu. Malheureusement, les gens en ont toujours peur, ce qui n'est pas forcément justifié. Et c'était intéressant avec ce roman de non seulement parler du rapport de l'homme à l'animal quand il est vraiment innocent, c'est-à-dire vraiment le petit louveteau tout mignon qui pourrait être un petit chien, qui va effectivement être très fusionnel avec cette petite fille qui était
pas bien, forcément, elle est dans le deuil de sa maman, elle s'est renfermée sur elle-même, elle va être dans un rapport très charnel avec cet animal, hein. On est dans des caresses, il dort avec elle, et c'est sa joie de vivre, son bonheur d'avoir ce petit chien. C'est pas un spoiler de dire que c'est un loup, on le sait nous en tant que lecteurs dès le début, que voilà, ça va pas être si simple que ça, et de se poser des questions, comment on vit avec un animal potentiellement sauvage, comment on accepte aussi de se dire est-ce qu'il ne serait pas mieux dans la nature, qu'est-ce qui est mieux pour lui, qu'est-ce qui est mieux pour nous, comment on vit ensemble, et avec le point de vue aussi des chasseurs. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est ce qui m'intéressait dans cette histoire-là. Donc, c'est effectivement adapté du film de Donnie Imbert. Hein. C'est pas moi qui ai inventé cette histoire au départ, mais j'ai fait en sorte qu'on soit beaucoup plus du point de vue de Victoria, parce que le film, si vous avez l'occasion, allez voir le film. Il sort au cinéma, je crois, le 16 décembre. Le film est beaucoup plus du point de vue du papa, qui est joué par Vincent Elbaz, et le roman est beaucoup plus du point de vue de la petite fille. Et du coup, voilà. Et ce qui m'intéressait, c'est de se dire, il y a aussi les chasseurs, il y a des discussions, il y a des débats dans ce village, et c'était intéressant d'avoir leur point de vue à eux, de se pas dire il y a des gentils, il y a des méchants, de se dire ok, tout le monde vient avec sa propre histoire, essayons de se comprendre en fait, pour se dire ok, on va peut-être quand même trouver des solutions pour vivre ensemble. Voilà. Yalda. Alors, nous avons dans la 4e de couverture que c'est tiré d'une histoire vraie, le film. J'aimerais juste savoir comment vous avez découvert cette histoire. Est-ce juste un hasard ou bien il y a une histoire derrière cette rencontre ? Alors, ça s'est passé pendant le premier confinement. Il s'en est passé des choses pendant ce confinement au niveau des auteurs. Hein. Tous les jours, on l'entend. On dirait qu'il ne se passait rien, mais en fait, il s'est passé plein de choses. Oui. Alors, très techniquement, hein, moi, je fais beaucoup de rencontres dans les écoles. Et il se trouve que la plupart des rencontres dans les écoles que je fais, c'était en mars, avril et mai. Autant vous dire que mars, avril, mai 2020, ce n'était pas la bonne période pour faire des rencontres scolaires. Et à ce moment-là, j'ai eu au téléphone mon éditeur avec qui je travaille au Seuil Jeunesse. On a fait plusieurs romans ensemble. Et je lui dis, oh là là, je ne sais pas comment je vais faire, là je ne fais plus de rencontres, j'étais un peu perdue dans mes projets. Et il me dit, écoute, justement, moi je vais travailler sur un roman pour un film qui va bientôt sortir. Ça parle des loups, il commence à m'expliquer, moi ça m'intéresse, j'ai déjà travaillé par le passé sur des histoires avec des loups. Et il me propose, si ça m'intéresse, de l'adapter pour des enfants de 8 ans, à partir de 8 ans. En tout cas, on peut le lire bien sûr à l'adolescence, au collège, on y prendra du plaisir si tout va bien, mais en tout cas, les plus jeunes lecteurs pourront lire à partir de 8 ans. Et comme c'est globalement mon domaine d'expertise aussi, j'ai dit oui. Et c'était une expérience très nouvelle pour moi de partir d'un scénario, puisqu'on m'a donné juste le scénario et quelques images du tournage. Et il fallait que j'invente tout le reste. J'invente les descriptions, que j'imagine comment le réalisateur avait pu tourner. Je n'avais pas vu le film. C'était vraiment, je me basais là-dessus, de voir quels éléments étaient justes, en essayant de ne pas dénaturer l'histoire, en me disant c'est basé sur une histoire vraie. Donc, vous la connaissiez cette histoire avant, non ? Non, je ne la connaissais pas. D'accord. Je pense qu'ils ont légèrement modifié l'époque où ça se déroule, en tout cas pour que ce soit très actuel. C'est vraiment inspiré, donc je me suis dit, si je prends quelques libertés, c'est pas grave, mais j'avais envie, oui, qu'on soit dans ces émotions de cette petite fille, dans cette découverte, et d'être dans la nature avec elle, et d'apprendre aussi plus de choses sur les loups, sur les associations qui s'en occupent, et ce qu'on peut faire. Charlotte Bousquet, vous êtes auteur d'une 50aine d'ouvrages pour adultes et ados. Là aussi, vous êtes multi-récompensé. Hein. Vous vous baladez dans tous les genres, anticipation, fiction, contemporaine ou historique, fantasy ou BD. Mais vous êtes là aujourd'hui avec nous pour 2 livres dans la collection Faune, qui traitent d'une cause qui vous touche particulièrement. Personnellement, vous nous expliquerez pourquoi, qui sont bien sûr les liens avec les espèces animales. Il y a le premier, c'est le murmure des chevaux, l'histoire d'une relation entre un jeune Valentin qui est passionné d'équitation et qui à la suite d'un accident de cheval avec une jument dont il est très proche, va devoir réapprendre
à nouer de nouvelles relations avec ses chevaux. Et puis âme libre. Alors ça, c'est la rencontre aussi, ça c'est le second livre, une rencontre incroyable entre Jada, qui est une jeune fille du ghetto américain, qui est prise dans une guerre de gangs. Vous me dites, là, quel rapport avec les animaux? Mais il y a une lionne qui est capturée par un chef de gang. Et elle, en fait, elles vont un petit peu se délivrer toutes les deux de cette emprise des chefs de gang et fuir, en fait, et se découvrir un petit peu. Donc cette relation entre cette jeune Jada et une lionne. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur le phénomène des lions. Alors, on parlait du confinement. Pendant le confinement, beaucoup de personnes ont découvert une série sur Netflix, Tiger Joe. Je ne sais pas si vous avez suivi cette série, non? D'accord, mais je vous la conseille, qui est assez édifiante, où on voit justement l'envers du business de l'élevage de bébés lions, de bébés tigres aux États-Unis. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans ce prisme du lion aux États-Unis? Alors, dans les ghettos américains. Tout simplement parce que ça existe. Enfin, à la base, donc Queen, qui est la lionne, une des deux héroïnes du roman, est élevée pour se battre, donc se battre contre des chiens. Enfin, parce qu'il y a des combats d'animaux. Enfin, il y a des combats de chiens, des combats de chiens contre rats, chiens contre ours, chiens contre ce que vous voulez. C'est très emblématique les États-Unis. En France, je sais que ça existe aussi, mais là, c'était juste parce que j'avais besoin de m'évader. Les combats de chiens, les combats donc d'autres espèces existent également en France, mais c'est beaucoup moins médiatisé. Et l'autre raison pour laquelle j'ai choisi de situer mon histoire aux États-Unis, c'est que je savais il y a énormément de réserves et de sanctuaires aux États-Unis qui se créent pour venir en aide à ces grands prédateurs. En France, la première réaction qu'on a, c'est les tuer. Donc on a eu de la chance l'année dernière, la panthère noire qui s'était échappée du côté d'Armentières a été épargnée. Aujourd'hui, on a un puma qui est probablement aussi issu d'un trafic d'animaux qui se balade dans les Hauts-de-France et le préfet a décidé de l'abattre alors que le pauvre n'y est pour rien et qu'il y a d'autres solutions. Donc voilà, c'était parce que d'une certaine manière, mon histoire serait plus crédible aux États-Unis. Yalda. Alors, j'en ai lu des livres avec des animaux, etc. Mais ce qui m'a assez étonnée dans un livre, par exemple, c'est qu'on donne une pensée justement à la lionne. Pourquoi ? Parce que les autres espèces, j'aimerais bien qu'on refasse un point là-dessus, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères. On a à peu près les mêmes propriétés physiques et émotionnelles que les autres espèces. Les lions, les chevaux, les loups pensent pas de la même manière que nous. Mais les chevaux, par exemple, ont une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus développée que la nôtre. Il y a une histoire, il y a très très longtemps, une histoire du cheval Hans le Malin. Hans le Malin, c'était un cheval qui, disait-on, était capable de compter. Donc son propriétaire, enfin son gardien, se baladait partout en disant bah voilà, mon cheval sait compter, c'est super. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que en fait Hans le Malin, quand on le séparait de son humain, il n'était plus capable de compter. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il était capable de capter tous les signaux subtils, les signaux corporels et les signaux émotionnels quand on voyait son humain, qu'il pouvait, entre guillemets, compter. Donc les autres espèces ont d'autres formes d'intelligence. C'est pas, on va dire que la pensée, une pensée rationnelle, une pensée capable de, je sais pas moi, d'écrire les méditations métaphysiques, effectivement, on ne va pas la trouver chez un cheval, on ne va pas la trouver chez un lion, on ne va même pas la trouver chez un chimpanzé. En revanche, il y a de multitudes d'intelligence et c'est ce qui fait la force du nous, en fait. C'est d'arrêter, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ces romans, qu'on arrête de classer, qu'on arrête de dire il y a eux et nous. Nous faisons partie d'un tout, nous faisons partie de la Terre et il est grand temps d'arrêter de mettre des étiquettes. Je me tourne vers vous, Monsieur de Palafieux. Vous confirmez, vous affirmez ? C'est tout à fait vrai que les animaux ont d'un point de vue de biologiste, que les animaux ont une intelligence qui est différente de la nôtre. Mais ils en ont une aussi, il n'y a aucun doute là-dessus.
Après, il faut se poser la question. Quand on parle de grands mammifères, la question la réponse est évidente. Quand on va parler de l'huître, la question demande une réponse un peu différente. Si je peux me permettre, c'est ce qui a fait que Descartes a dit que les animaux n'avaient pas d'âme, donc les autres espèces n'avaient pas d'âme. Et en fait, il y a une toute petite note dans une lettre qu'il a écrite à un de ses amis en disant en fait, c'est ça me gênerait quand même vachement qu'on attribue de l'intelligence à une huître ou à un coquillage. Et c'est juste ça qui a été le point de départ de n'importe quoi, en fait. Je pense que il me semble que les humains de base qui n'ont pas de connaissances scientifiques ou autres vont immédiatement avoir un rapport différent à l'animal du moment où il a des yeux. Déjà, parce que dans le regard, ça renvoie à quelque chose, ne serait-ce qu'avec son animal de compagnie, son chat ou autre, on va lui parler spontanément pour lui demander ce qu'il veut, en sachant pertinemment qu'il ne va pas nous répondre, mais parce qu'on a l'impression que par le regard ou par l'attitude, on va pouvoir communiquer. Avec une huître ou une moule, en général, on n'a pas ce rapport-là, on ne va pas lui parler spontanément parce qu'on n'a pas... Je ne dis pas que ça justifie la classification, hein, je suis absolument contre aussi, mais c'est vrai que je pense que les humains ont cette tendance à se dire des yeux, une bouche, on communique. Même si on ne se parle pas, il émet des sons. Une crevette, ça ne crie pas, ça a des yeux, mais globalement, ça ne crie pas. On a beaucoup moins de culpabilité à la manger que de la viande. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quelques jours, peut-être une semaine, Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu as suivi, qu'on a découvert que quand on ébouillantait un homard, il avait mal. Si. Oui. Moi, je ris pas pour le homard, hein, évidemment. Je pense que la question mérite d'être posée un peu autrement aussi. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que l'animal aurait ou n'aurait pas une intelligence proche de la nôtre ou pas proche de la nôtre, qu'il faudrait respecter l'animal. Je ne pense pas que l'huître ait une intelligence, et pour autant, je ne pense pas qu'on doive mépriser les huîtres ou les éliminer, pas plus que pour les moustiques. Les questions qu'on doit se poser doivent aller au-delà de cette histoire d'intelligence. Je pense plus de respect, en fait. Vous êtes plus sur la notion de respect pour les arbres aussi. On parle de l'intelligence des arbres. Enfin, c'est une métaphore. Hein, c'est pas une réalité biologique. Donc, pour les animaux, évidemment, on a plus d'empathie avec des animaux qui ont des ressemblances avec nous. Et on va trouver des ressemblances avec les chiens immédiates, avec les chats, avec les chevaux, évidemment, mais avec les vaches aussi. Et puis, il y a des animaux avec lesquels on va avoir du mal. Je veux dire, avec un scorpion, vous n'allez pas vous sentir en empathie. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas être intéressé par le scorpion, ne pas penser des tas de choses sur le scorpion, vouloir les observer, se passionner pour eux, sans pour autant les considérer comme des animaux intelligents et amicaux. Le nombre de gens qui ont peur des araignées, c'est quand même une petite bête globalement qu'on a tous chez nous, et je pense que 98% des gens ont en réflexe premier d'écraser l'araignée. Je vous propose de faire une petite pause pour découvrir le feuilleton de cette émission. Les équipes du Salon du Livre sont allées dans des collèges pour interroger des jeunes sur la notion justement de nous. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Lydia, je suis au collège Sylvec Spack et je suis en 4e B. Je m'appelle Yasmina et je suis en 6e B. Oui, ça me parle, ça signifie qu'ensemble, nous sommes plus qu'un. C'est s'entraider pour mieux réussir ce qu'on fait, parce que quand on est ensemble, on peut vaincre nos peurs et nos craintes. Pour moi, ça engage de la coopération et de l'écoute. En vrai, oui, parce qu'en fait, en primaire, j'avais l'impression qu'on était on se séparait, les filles là, les garçons là, et alors qu'au collège, on arrive à tous s'entraider, rester ensemble. Par exemple, il y a une personne, c'est un garçon, mais il est pote avec cette fille-là qui est là, etc. Du coup, je pense que le nous, c'est plus on grandit, plus on est ensemble, filles et garçons. Une réaction autour de ces témoignages ?
Moi, j'aime bien la question sur l'esprit d'équipe, parce que c'est vrai que, par exemple, on peut aller sur tout ce qui est du sport, avec des sports collectifs ou des choses comme ça, et qui, à la base, sont des très bonnes valeurs d'entraide et d'être ensemble, du collectif pour atteindre un but, et qui, mal utilisés ou avec des mauvaises idées d'argent, de publicité ou autre, font pas forcément les bonnes valeurs. Mais revenons à l'esprit d'équipe et travaillons ensemble. Alors là, nous sommes autour de la thématique de la grande famille du vivant. Vous êtes là tous les trois dans des ouvrages très différents, avec un même but, celui de sensibiliser, celui de faire comprendre l'époque charnière dans laquelle nous vivons, de faire évoluer le regard et nos rapports avec les animaux. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir avec Yalda, c'est... quel est ton rapport aux animaux, toi, aux vivants? Tu vis à Créteil. En fait, je suis toujours une fille de la ville, c'est-à-dire que pour les vacances, etc., j'allais en ville et voilà. Les seules fois où j'ai pu observer des animaux sont dans les zoos ou à la limite à la montagne quand j'y allais rarement. Du coup, je pense pas réellement avoir un lien avec eux, les animaux, etc. Alors, comment créer ce lien voilà, pour une jeune fille qui est urbaine? C'est vrai qu'on est, à part des animaux domestiques, comment sensibiliser une jeune fille comme Yalda? Par les livres, par des actions. Le zoo, c'est là où on va découvrir des animaux aussi. Yalda, c'est peut-être le seul moyen pour elle. Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors, effectivement, moi, comme auteur, les livres, c'est un des aspects de notre travail. Et je parle même, je pense, en notre nom. Il y a beaucoup d'animaux dans nos livres. Ça a à voir avec le fait d'essayer d'ouvrir l'esprit du lecteur sur qu'est-ce que c'est l'animal en face de nous. Après, il y a des choses toutes simples. On parlait de la nuit, des loups la nuit, mais la nuit, c'est aussi le moment où on entend beaucoup plus de choses. Et passer une nuit dehors, dans un petit bois, à la campagne, au bord de la mer, on va entendre des choses qu'on n'entend pas dans la journée et on va avoir l'esprit qui s'aiguise. Alors, au-delà de la légère inquiétude, il ne faut pas le faire tout seul si on a un peu d'inquiétude, mais je dois dire que de passer la nuit sous la tente et d'entendre les loups hurler au loin, c'est quelque chose qui oblige à penser le monde autrement. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Moi, c'est vrai que la question des parcs animaliers, par exemple, moi, je sais que j'en ai visité beaucoup et il y a toujours eu un moment où je me suis posé la question de se dire est-ce qu'ils sont heureux dans ces parcs, est-ce qu'ils sont bien traités? C'est important en fait, c'est la différence par exemple avec des cirques où en général, globalement, on n'est pas trop pour parce que les animaux on les sent pas heureux, on se sent contraint, on se dit est-ce que c'est la seule façon? Si c'est la seule façon de voir des animaux, non, là je pense qu'il y a une réflexion qui est en train d'être faite. Il y a de plus en plus de cirques qui ne travaillent plus avec des animaux, qui vont faire du virtuel, des animaux en hologramme, et ça c'est très bien. Voilà. Arrêtons d'exploiter des animaux. Les parcs animaliers, quand c'est fait avec respect, avec vraiment le sens de préserver les animaux, par exemple, sur des espèces qui sont un petit peu en disparition et que, en association entre plusieurs parcs, ça permet peut-être de maintenir une reproduction. Et donc on se dit, si c'est fait avec respect, ça peut être une solution, en tout cas pour permettre de voir des animaux on va pas aller faire un safari en Afrique pour voir des lions. S'il y a un lion qui a été sauvé d'un cirque et qui est comme ça préservé dans un parc qui pourrait pas être mis en liberté, on peut aller le voir et c'est quand même une expérience extraordinaire pour des enfants très jeunes et même après, on peut rester des heures à regarder le comportement animal. Moi, je dirais que un des moyens les plus simples quelque part, c'est par exemple d'aller dans les fermes pédagogiques. Je sais qu'il y en a beaucoup en Île-de-France. Et d'apprendre à changer nos regards sur ces autres espèces. Avant d'habiter à la campagne, j'étais à Saint-Denis, j'étais dans le cœur historique de Saint-Denis. Et en fait, je me suis rendu compte que les enfants et les adolescents avaient peur. Parce que tout simplement, ils ne connaissaient pas. Alors, peur de
peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, peur d'un chiot par exemple. Bon, il m'est arrivé de garder un chiot pour des amis, donc je me promenais dans les rues et les gens, même adultes, donc c'était un chiot, on est d'accord, 5 mois bébé, on avait peur. Donc c'est vraiment arriver à, j'ai envie de dire, à effacer ces frontières entre les autres et nous-mêmes, mais parce que effectivement c'est la première réaction de, en fait j'ai envie de dire de toute espèce, c'est quoi ce machin ? Et le c'est quoi ce machin, ça va être peut-être toi qui découvres un gros chien face à face, mais ça peut être un cheval qui va voir quelqu'un sur un tracteur. Ça peut être, voilà, c'est arriver en tout cas à effacer ces frontières. À renouer le fil, à retisser le fil entre l'humain tout à fait, et le monde animal. Ouais. Et on peut le faire effectivement par les parcs animaliers, on peut le faire par la lecture, on peut le faire au cinéma aussi, on parle des séries, par plein de choses. Ou tout simplement, pourquoi pas, si on en a l'occasion, regarder ce qui se passe du côté des associations qui viennent au secours des animaux. Alors elles ne sont pas toujours très très commodes d'abord, mais aller promener des chiens, aller promener des chats, aller s'en occuper. Et ça, je pense que ce serait déjà un grand pas. Yalda, tu as des questions pour les auteurs? En fait, je voulais savoir ce qui vous a... l'élément déclencheur qui vous a dit « Hop, c'est bon, je vais défendre la biodiversité, le monde animal, etc. » Allez, Jean-Baptiste. Eh bien, j'avais 3 ans et je me passionnais déjà. Je m'en souviens absolument pas. Hein. On m'a raconté évidemment parce que ce que je faisais à 3 ans, je m'en souviens pas. La plupart des gens s'en souviennent pas. Il y en a qui y arrivent. Mais déjà, j'adorais les animaux et les animaux bizarres. J'ai toujours adoré les animaux bizarres, les animaux du bord de mer notamment. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, cette idée ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu envie d'observer, d'essayer de comprendre comment vivaient les animaux et de raconter des histoires sur les animaux. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, ce qui est merveilleux de faire ce qu'on a rêvé enfant. Alors moi, j'ai grandi dans une famille très écolo, avec un papa qui a fait installer des panneaux solaires sur notre maison dans les années 90, enfin au tout début des années 90, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient visiter ma maison pour voir les panneaux solaires, tellement c'était extraordinaire. Maintenant, ça nous paraît banal, des panneaux solaires, mais à l'époque, c'était quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Et pour moi, c'était normal, c'était ma vie. Enfin voilà, j'ai grandi là-dedans. On m'a expliqué depuis toute petite que à un moment, il n'y aurait plus de pétrole, du coup, tout ce que ça allait faire comme conséquence et tout. Et en grandissant, pour moi, c'était normal. Et en commençant à écrire des livres, j'ai mis naturellement de l'écologie dans ce que je faisais. Pour le rapport aux animaux, j'ai un rapport particulier avec les insectes, notamment, dans le sens où ils m'aiment beaucoup, mais moi, je les aime pas trop. Voilà, globalement, chaque fois qu'il y a un moustique, il est pour moi. Et j'ai toujours eu l'impression, à un moment où je commençais à écrire des histoires un petit peu de fantaisie animalière ou des choses comme ça, que ces animaux essayaient de me dire quelque chose. En tout cas, s'ils se précipitaient sur moi absolument, c'est qu'ils avaient quelque chose. Donc, en général, je tuais un moustique et je regardais comment il était fait. Donc, il y a quelque chose de très naturel chez moi à travailler là-dessus. Et il y a très peu de temps, j'avais déjà commencé à faire pas mal de bouquins, je me suis rendu compte à quel point la société n'avait pas grandi avec mon papa, que j'embrasse d'ailleurs, et qu'il y avait encore beaucoup de gens qui n'avaient pas cette conscience écologique-là, forcément, et que ça commençait à urger vraiment beaucoup, et que du coup, peut-être que j'étais un petit peu trop subtile dans mes romans, donc j'ai commencé à être un peu moins subtile. Charlotte ? Et moi, j'ai envie de... Alors peut-être pas à 3 ans, je dirais que depuis toujours je suis scotchée à tout ce qui a des poils, des plumes, des écailles et j'adore les araignées. Quand j'étais gamine, je nourrissais une araignée avec des mouches, donc voilà. Je dirais que je pense qu'il y a eu un pacte. Le jour où je me suis retrouvée dans une de mes toutes premières colonies de vacances, qui était une colonie de vacances poney, à 6 ans, j'avais pas d'amis, j'avais pas de codes sociaux parce que je suis fille unique et puis parce que c'est comme ça. Et je me suis retrouvée à pleurer dans le box d'un grand cheval bébrun qui m'a très 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 gentiment laissé pleurer dans son box, qui m'a fiché des coups de son nez en disant bon mais qu'est-ce qu'elle fait globalement, voilà. Et voilà, je pense que c'est de là qu'est née peut-être cette envie, ce besoin. Et en tout cas, j'ai l'impression aujourd'hui de leur rendre quelque chose qu'ils m'ont donné.
D'accord, en les défendant, et vous faites aussi de la communication animale. Hein. C'est ça. C'est ça, hein, vous êtes. Donc pas ça, seulement- c'est encore un autre, C'est pas encore autre chose. Non, d'accord. Mais merci beaucoup tous les trois, tous les quatre. Je sais que tu avais encore plein de questions à poser. On va les poser après, d'accord. Une fois que qu'on aura rendu l'antenne. Si vous avez envie un peu de poursuivre ce débat passionnant en lecture, je vous propose la sélection de Kiboukin sur la question animale. On commence avec la fable écologiste de Cyril Dion et Sébastien Mourin. Vous êtes des animaux comme nous. Chez Flammarion, elle est le vent furieux du collectif. 6 autrices prêtent leur voix à la nature. Dans la tête des animaux de Fleur d'Auger à la martinière, pardon. Et oui, les animaux, pour ceux qui ont douté, on en parlait, éprouvent bien sûr des émotions. Sous l'eau d'Alexandra Misilienska et Daniel Misilienski chez Rumonde. C'est un livre d'activité pour toute la famille. Et puis enfin, je vous invite à passer, pourquoi pas, un été à Tsurumaki grâce à Shinya Komatsu, et c'est aux éditions IMO. Merci à tous d'avoir participé à Délivrez-nous. On se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien et excellent salon à tous. Bye bye. Merci.